Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le refus du président de transition Mamadi Doumbouya relatif à la nomination d'un envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée. C'est le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas qui a été désigné à ce poste. Une nomination jugée inopportune par le chef de l'État guinéen. La problématique de la protection sociale des travailleurs migrants au cœur d'un atelier à Djibouti, atelier qui a réuni plusieurs institutions dont l'Union africaine. Et puis coup de projecteur sur l'application Leja, créée par la start-up Assilinia. Elle permet aux acteurs du secteur informel d'accéder aux services financiers. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Malik Gakou remis en liberté au Sénégal. Les trois opposants avaient été interpellés ce mercredi 10 novembre, puis emmenés au camp Abdou Diassé à Dakar. Une interpellation annoncée par un proche du candidat à la mairie de Dakar. Elle est survenue au moment où Barthélémy Dias devait se rendre au tribunal. Il y était convoqué pour une affaire qui remonte à 2011. Audience à laquelle il n'a finalement pas pris part. Elle a été reportée au 1er décembre. En Guinée, le président de transition Mamadi Doumbouya a rejeté la nomination d'un envoyé spécial de la CEDEAO pour le pays. L'organisation avait nommé à ce poste le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas lors de son sommet extraordinaire. S'il considère cette nomination comme inopportune, le chef de l'État guinéen dit néanmoins vouloir coopérer étroitement avec la CEDEAO à Ménédji. Le chef de l'État, président de la transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, a récusé mardi la nomination par la CEDEAO d'un médiateur pour son pays dans le cadre de la crise provoquée par le coup d'État du 5 septembre. Mohamed Ibn Chambas, diplomate ghanéen, devrait être l'interface entre l'organisation sous-régionale et la Guinée. Décision que les autorités guinéennes ne jugent pas nécessaire, annonçant que le processus de transition est sur une bonne voie. La Guinée a des arguments, effectivement, elle ne se considère pas en crise. Le problème fondamental, c'est que la Guinée, fort de l'expérience malienne, ne veut pas s'enfermer dans une crise, puisque, disons, dans un accord qui ne leur serait pas favorable à long terme. Parce que, effectivement, ce que la CEDEAO va dire, c'est proposez-nous un agenda et ça vous engagerait. À cet effet, le colonel Mamadi Doumbouya a adressé une correspondance au président en exercice de la CEDEAO, assurant la disponibilité du gouvernement guinéen à entretenir un dialogue constant et une coopération étroite durant cette phase transitoire. Le fait de ne pas recevoir l'envoyé spécial n'est pas un déni ou un refus de reconnaître la CEDEAO, mais effectivement un envoyé est là quand il y a crise et elle ne se considère pas en crise. Oui, pour moi, oui, la junte riche de l'expérience malienne et voulant éviter le piège là ne peut pas accepter un calendrier même volontairement proposé. La désignation de Chambas en tant qu'envoyé spécial avait été diversement commentée au sein de l'opinion guinéenne. À noter que de par ses fonctions antérieures, il faisait partie des médiateurs de la CEDEAO dans le cadre de la crise ayant secoué la Guinée en 2007. Il aurait donc fallu une autre personnalité plus impartiale afin d'agir en conformité avec les intérêts du peuple de Guinée. L'actualité, c'est aussi la création d'un comité au Soudan, un organe qui sera dédié à l'examen des fonds récupérés par le comité spécial créé en décembre 2019 et missionné pour démanteler le réseau de corruption de l'ancien régime. L'information a été délivrée à la télévision nationale, qui a par ailleurs précisé que c'est l'homme fort du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est à l'origine de ce comité. Sa création intervient moins d'un mois après le coup de force des militaires orchestré le 25 octobre. Djibouti accueillait pendant plusieurs jours un atelier de travail sur la gestion des migrations, un atelier qui a regroupé l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale pour le développement et l'Organisation internationale pour les migrations. Ces trois institutions se sont notamment penchées sur la problématique de la protection sociale des travailleurs migrants. Marie-Raphaël Antolo.
D'après un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, ce sont en tout 4,1 milliards de personnes dans le monde, dont les 4 tiers proviennent de l'Afrique, qui n'ont pas accès à la protection sociale en raison des inégalités et aux discriminations vécues par certains citoyens migrants. Ces personnes sont également confrontées aux difficultés légales et pratiques pour l'accès à la protection sociale selon des observateurs. Cette problématique a fait l'objet d'échanges entre l'Union africaine et l'IGAD réunis à Djibouti les 8 et 9 novembre 2021. À mon avis, il n'y a pas d'avenir pour les migrants africains en dehors de des pays africains eux-mêmes. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui en Europe, ce n'est ni plus ni moins qu'une société qui ne veut plus voir de migrants chez elle. Il n'y a qu'à voir ce que prône Zemmour. Afin d'efficacement créer des emplois, éradiquer la pauvreté en Afrique et assurer un développement inclusif dans les pays africains, l'Union africaine, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, avait mis au point un cadre facilitant la migration de la main-d'œuvre en Afrique. Ce processus, d'après les autorités des deux institutions, révèle aujourd'hui des défis complexes en termes de gouvernance et de protection des travailleurs migrants. Que je ne vois pas d'issue à cette question du travail des migrants en dehors des pays africains eux-mêmes. Je suis au Maroc et je vois parfois avec beaucoup de plaisir une forte migration sénégalaise essentiellement, qui s'installe petit à petit à des postes intéressants. Bon, ce n'est pas encore un mouvement de fond. Notons que de nombreuses mesures sont en train d'être envisagées par l'Organisation internationale du travail et l'Union africaine pour assurer la survie des migrants africains dans les pays dans lesquels ils sont établis. Le dispositif existant permet d'assurer la libre circulation intracontinentale des travailleurs en tant que moyen essentiel de faire progresser l'intégration régionale et le développement en Afrique. Améliorer l'accès à l'électricité sur l'île de Mafia en Tanzanie à partir de sources renouvelables, c'est tout l'enjeu d'un projet initié par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ce projet est nommé Promotion des applications de transformation des déchets en énergie dans les agro-industries de Tanzanie devrait permettre de produire 1400 kWh d'électricité. Joël Ballot. La Tanzanie a signalé un taux d'électrification de 84,6%. Cependant, l'île de Mafia, dans la région de Pwani, ne bénéficie que de 2200 kW, insuffisant pour ses 60 000 habitants. Fort de ce constat, le gouvernement tanzanien et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ont mis en place un programme de valorisation énergétique des déchets agro-industriels qui a vocation à améliorer l'alimentation en électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. L'agro-industrie a été choisie en raison de sa mise à l'échelle rapide et de son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'organisation soutient déjà Kisiwani Farming, qui intensifie son utilisation des résidus des plantations d'huile de coco pour produire de l'électricité par gazéification thermique modulaire et renforcer le système d'alimentation électrique de cette île tanzanienne. Pour atteindre l'objectif de ce projet, qui est la production de 1400 kW d'électricité par heure, plus de 4 millions de dollars ont déjà été débloqués, selon l'ONUDI, sur les 5,277 millions de dollars nécessaires. Une opération qui, concrétisée, permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone nocifs à l'environnement, estimées actuellement à plus d'1 million de tonnes. De tels projets, certes, peuvent permettre donc d'augmenter la couverture, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de localités qui vont avoir accès à l'électricité, mais l'un des défis majeurs reste donc la desserte. C'est-à-dire qu'effectivement, comment les ménages qui sont dans des localités électrifiées puissent accéder à ces localités. Donc je pense qu'à ce niveau, les attentes, c'est vraiment des mécanismes innovants, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. À travers ce projet, l'ONUDI soutient également les efforts du gouvernement de la Tanzanie pour couvrir les besoins en électricité de l'ensemble de ses populations. Ainsi, l'État envisage d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays de 550 MW d'ici 2023.
Au Tchad, le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable a lancé le complexe universitaire des écoles supérieures, un établissement qui comprend 5 grandes structures, dont l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Sa principale mission, développer les compétences nationales. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 45 000 nouveaux bacheliers frappent à la porte des universités cette année. Pour répondre à ce besoin croissant des structures d'enseignement supérieur, un complexe universitaire des écoles supérieures est créé au profit des jeunes. Initié par le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries et le développement, le complexe a pour but de former les bacheliers aux métiers en liaison avec les besoins de l'emploi. L'éternel débat sur l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi persiste. Et c'est pour cette raison-là que nous, dans la présentation des différentes écoles, nous ne voulons pas s'inscrire dans ce qui existe déjà, mais d'innover un tout petit peu à travers les débouchés liés à chaque école. À travers le complexe universitaire des écoles supérieures, les centres de recherche, le ministre de l'Enseignement supérieur et le secteur privé veulent s'associer pour proposer aux jeunes des formations professionnelles au format LMD. Contrairement aux autres structures, l'objectif du complexe est de former des praticiens pour répondre aux besoins du marché et favoriser l'entrepreneuriat. Nous, on a développé un truc similaire, mais pas forcément de l'alternance comme en France. On a notre propre terme. On a beaucoup de temps de travaux pratiques, des TD, mais moins de temps pour la théorie. On donne l'essentiel parce que la théorie, la personne peut l'obtenir partout. Le plus important, c'est la pratique et on va plus miser sur les travaux pratiques. Pour rappel, par manque de structures d'enseignement supérieur et de formation professionnelle dans beaucoup de secteurs d'activité économique du pays, plus de la moitié des jeunes bacheliers tchadiens émigrent chaque année vers les pays voisins comme le Cameroun et le Nigeria pour poursuivre avec leur cursus universitaire. Au Kenya, environ 80% de la population travaille dans le secteur informel. Ces personnes éprouvent par conséquent des difficultés à accéder aux services financiers. Pour changer la donne, la start-up Asilimia a décidé de lancer une application dénommée Leja. Elle permet aux acteurs de ce secteur de bénéficier notamment de microcrédits. Les explications de Samantha Sabiro Sabubanga. Dans l'optique de réglementer les populations qui travaillent dans le secteur informel, la start-up kenyane Asilimia veut, à travers son application Leja, offrir aux commerçants de l'informel un accès aux services financiers. Grâce à l'application Leja, les petits entrepreneurs, notamment vendeurs de magasins, marchands ambulants, menuisiers, entre autres mécaniciens, peuvent désormais enregistrer leur entrée et sortie d'argent pour ainsi formaliser la gestion de leurs comptes et donc convaincre les banquiers. L'application dénommée Leja est une application qui va améliorer la visibilité du contexte des PME et des entreprises informelles du Kenya, tout en permettant de traquer ou de tracer les entreprises, les petites et moyennes entreprises, les grosses entreprises de façon moyenne et les entreprises qui n'avaient pas de visibilité. Donc, c'est un instrument de visibilité, c'est un instrument de tracking, c'est un instrument de gage de compétitivité. Si le secteur informel est responsable de 83% des emplois au Kenya, ces commerçants se retrouvent souvent bloqués dans le développement de leur entreprise, faute d'accès au financement. Selon certains commerçants, auparavant, ils rencontraient des difficultés à accéder au financement des banques car ils étaient marginalisés. Pour les observateurs, quand l'économie croît, eux stagnent parce que personne ne les accorde des prêts. Le secteur informel est une caractéristique de la réalité économique. Si on veut rendre toute économie à 100% formelle, d'abord c'est irréaliste, mais en plus ça ne représente pas la complexité naturelle de l'économie. Donc l'économie doit rester avec ses parties visibles et ses parties d'ombre, et le secteur informel fait partie de la partie d'ombre de la situation économique. Il faut donc dans ce contexte-là lui donner plutôt la place dans son jeu en vue d'augmenter la compétitivité de l'économie, mais pas nécessairement vouloir le combattre, parce que le combattre coûte d'abord cher et le combattre n'améliore pas
la situation économique. L'application Leja propose à ces entrepreneurs un livre de compte numérique qui leur permettra de présenter aux banques leur équilibre financier. Désormais, grâce à Leja, ils peuvent accéder à des microcrédits, un point essentiel pour Tekwan Mwindwa, le cofondateur et CEO de l'application. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.